Oui, bonjour à tous et à toutes, une nouvelle fois. Nous espérons que vous allez tous bien et vous remercions d'avoir pris de votre temps pour vous joindre à ce webinaire. Exemple de cas pratique d'utilisation de réfrigérants à 2L à très bas GWP, sélection d'équipements, calcul de charge et analyse de risque, organisé par Chemours, Westphalen et Emerson. Donc, les intervenants de ce matin sont David Fichant, qui est responsable technique fluide frigorigène chez Westphalen. Ensuite, Fabien Gantois, qui est Retail and Unusual Sales Manager chez Emerson. Et puis, côté Chemours, nous avons Samer Sab, notre spécialiste technique et marketing sur la zone IMIA. Et puis, moi-même, Louis Bissiangol, en charge du développement commercial et des ventes pour la France et le Benelux. N'oubliez pas que vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions de votre panneau de contrôle. Nous tâcherons d'y répondre à l'issue de la présentation. Et si nous sommes pris par le temps, nous avons prévu de publier des réponses à toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre. Sachez aussi qu'un replay sera également disponible et diffusé ultérieurement. Dans la présentation d'aujourd'hui, il va durer 1 heure. Et les points que nous allons aborder sont le contexte réglementaire, la présentation des cas d'études, les solutions de réfrigération disponibles, présentées par Emerson. Ensuite, nous irons un peu plus en détail dans le calcul de charges selon la norme EN 378. Nous verrons comment calculer les charges selon la norme EN 378. Et ensuite, nous verrons l'analyse de risque et nous irons à la question à la session de questions-réponses. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez d'ores et déjà, et tout au long des présentations, formuler vos questions à travers l'onglet « Questions » de votre panneau de contrôle. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie qui nous sera présentée par David sur le contexte réglementaire. David, c'est à toi. Merci Louis, merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Donc, dans cette première partie, on va étudier donc, comment le contexte réglementaire va nous imposer des modifications dans nos habitudes de conception d'installation. Donc tout d'abord, un petit rappel sur l'évolution des fluides frigorigènes dans le temps. Les premiers fluides frigorigènes n'avaient pour seul but que de faire du froid. Ils pouvaient être inflammables, toxiques, voire toxiques légèrement inflammables, ou avec des pressions élevées. Le développement de la réfrigération pendant un siècle s'est fait à l'aide de solutions qui mettaient en avant la sécurité à la personne. C'était des produits qui étaient ininflammables, non toxiques et avec des pressions modérées. Aujourd'hui et demain, on va devoir travailler en fait avec des fluides qui ont des caractéristiques qui peuvent nuire à la sécurité à la personne. On voit que les HFO sont des produits légèrement inflammables. Le CO2 a des pressions élevées. L'ammoniac est un produit toxique et légèrement inflammable. Et les hydrocarbures sont hautement inflammables. On va donc devoir trouver dans cette phase le meilleur compromis entre la sécurité à la personne et la protection de l'environnement. Pour rappel, toutes les solutions qu'on voit sur cette slide à droite, les produits utilisés, sont disponibles chez Westphalen. Pardon. Comme nous le savons, l'évolution des fluides frigorigènes, en fait, elle est essentiellement due à la mise en place de réglementations. On voit ici le calendrier de réduction de la F-gaz en bleu foncé. On l'a complété par le phase-down de l'amendement de Kigali qui nous amène à une vision jusqu'en 2036. Donc, ce calendrier définit la réduction progressive de l'utilisation des HFC, donc en imposant des quotas sur la diffusion des produits sur le marché. Ces quotas sont en tonnes équivalent CO2. Donc, en plus des quotas,
on a des contraintes qui nous poussent, en fait, suivant le type d'installation qu'on va mettre en œuvre. Donc, on a plusieurs dates à regarder. Donc, depuis le 1er janvier 2020, l'interdiction de toute nouvelle installation avec des fluides utilisant un GWP supérieur à 2500. Cependant, on peut continuer à utiliser des produits vierges pour la maintenance des installations contenant moins de 40 tonnes équivalent CO2, soit environ 10 kg de 404. Au 1er janvier 2022, les systèmes hermétiques et les systèmes centralisés multipostes à usage commercial d'une puissance supérieure à 40 kW, eux, ne pourront plus utiliser que des fils avec un GWP inférieur à 150. Cependant, si on souhaite utiliser un système en cascade, exemple une cascade 134 CO2 subcritique, le circuit primaire des installations de réfrigération de 40 kW pourra utiliser des produits avec un GWP jusqu'à 1500. On voit qu'en fait, par rapport au calendrier du phase down, on a commencé à partir des années 2016-2017 à rétrofiter les installations contenant des fluides à haut GWP, tels que le 404, donc avec des solutions à moyen GWP, telles que le 449. Les années suivantes, l'effort s'est porté sur les solutions à GWP moyen, telles que le 134A. Une partie a été remplacée par les solutions en rétrofit avec du R513A, une partie en installation neuve avec du 1234YF. Donc, sur cette première phase qu'on a connue depuis le début de la mise en place des quotas, on avait surtout pour but de répondre à la baisse de disponibilité des quotas sur le marché tout en maintenant en vie des installations existantes. Aujourd'hui, on va devoir, pour répondre à cette prochaine baisse de quotas encore, travailler sur des produits à très bas GWP pour créer les nouvelles installations. On va donc pouvoir utiliser des produits comme 454A ou 454C. Donc, comme on l'a dit auparavant, la F-gaz s'attaque au GWP, donc à l'impact direct du fluide. Alors, comme on le voit sur cette slide, l'impact direct des fuites ne représente que 2,4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour toute l'Europe et l'Islande. La production d'énergie, quant à elle, elle représente près de 78% de l'émission totale de gaz à effet de serre. Juste pour rappel, un fluide frigorigène n'a d'impact que s'il est rejeté à l'atmosphère. Si lors de toute sa phase de vie, le produit n'a pas fui et qu'il est récupéré dans une bouteille pour nous être ramené en traitement, il n'aura donc eu aucun impact sur l'atmosphère. C'est donc important de travailler sur, lorsqu'on crée une installation, de respecter les règles de l'art pour faire une installation qui va être le plus fiable possible et de mettre en place de la détection afin de réduire au maximum les fuites. Il faut penser à la réduction des émissions totales et non pas seulement aux émissions directes liées aux HFC. On voit ici que c'est en travaillant sur l'efficacité énergétique des systèmes que nous pouvons avoir le plus d'impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Sur ce slide, on va faire un focus sur les émissions globales qui nous concernent plus particulièrement en comparant différentes architectures de systèmes frigorifiques. Donc, c'est une étude qui est basée sur un supermarché d'une taille de 2000 m² et qui fait de 160 kW en froid positif et 40 kW en négatif. Le magasin est situé dans la ville de Leicester, au Royaume-Uni. Vous avez le lien sur le slide pour retrouver cette étude si vous le souhaitez. Donc, sur ce diagramme, la partie verte correspond à l'impact direct et la partie orange à l'impact indirect des solutions. Donc, l'impact direct, c'est quoi? C'est la charge de l'installation multipliée par le GWP du produit. Et l'impact indirect, c'est la consommation d'énergie de l'installation. Donc, si on regarde, juste pour information, la partie R404, Opteo XP40 et Opteo XL20, on est donc sur des systèmes à détente directe, en centralisé pour le 404 et 449A, en semi-centralisé pour le 454C. De mémoire, l'étude était sur un taux de fuite de 5% à peu près. Donc, si on regarde tout à droite du graphique sur la solution OR404A, on voit qu'effectivement, la F-gaz a un intérêt,
car l'impact direct de ce produit qui avait un fort GWP est très important. Par contre, lorsqu'on regarde les solutions à faible GWP, on voit que l'impact direct est minime. Et donc, comme on l'a dit juste avant, c'est vraiment sur l'efficacité énergétique des systèmes qu'il faut se concentrer aujourd'hui pour pouvoir abaisser au maximum les émissions totales de CO2. Donc, dans le cas qui est ici, on voit que le XL20 est XL20 R454C est une très bonne solution et présente le meilleur théorie. Donc, on a fait jusqu'ici un point sur l'impact des fluides sur l'environnement. On va se pencher un peu sur la mise en œuvre de ces solutions en regardant les codes et normes qui régissent leur utilisation. Si on se place d'un point de vue européen, on peut voir que c'est la norme EN 378 qui couvre l'ensemble des applications, de la climatisation à la réfrigération commerciale et industrielle. D'un point de vue français, pour la partie climatisation, chauffage, eau chaude sanitaire, c'est le CH35 qui va s'appliquer. Donc le CH35 a été modifié en 2019 afin d'autoriser la mise en œuvre des fluides frigorigènes inflammables. C'était déjà autorisé dans les catégories 5, c'était pas autorisé dans les ERP de catégorie 1 à 4. Donc les ERP, c'est les établissements receveurs du public. Donc, on peut aujourd'hui mettre dans tous les ERP des produits inflammables. Cependant, cette utilisation est autorisée sous condition de mise en œuvre de mesures de sécurité. À savoir que le CH35 ne s'applique que à la partie confort et ne s'applique pas au froid alimentaire. Pour la partie groupe logé plugin, donc ça, c'est des installations qui sont destinées à être installées dans l'espace public des magasins et des centres commerciaux. C'est le guide M qui s'applique. En gros, on va avoir des charges qui vont être limitées. On ne va pas le détailler spécialement aujourd'hui, mais on va être sur des charges d'à peu près 1,5 kg maximum ou un petit peu moins, aux alentours d'1 kg si l'installation est en sous-sol, par exemple. Et donc après, on voit que pour toutes les applications de réfrigération commerciale et industrielle, c'est la norme NFEN 378 qui va s'appliquer. Donc, aujourd'hui, on voit que les réfrigérants A2L sont autorisés dans tout type d'installation en France. Voilà, tous les textes sont passés, on peut aujourd'hui en mettre partout, presque. La norme NFEN 378. Alors, la norme NFEN 378, on vient d'en parler, c'est une norme qui est d'application volontaire, ce n'est pas une réglementation. Par contre, si elle est référencée dans un contrat, elle va s'imposer aux parties. Donc, la version 2017, c'est une mise à jour de la version 2008. Pour changement, elle a notamment intégré la catégorie donc A2L légèrement inflammable qui va nous concerner sur les produits dont on va parler aujourd'hui. C'est une norme qui va reprendre toute la phase de vie d'une installation. C'est elle qui va nous permettre de pouvoir, par exemple, définir les limites de charge pour les installations. Par rapport aux limites de charge, une des modifications par rapport à la norme 2008, la version 2008, c'est qu'on prend aujourd'hui en compte la ventilation des locaux. Samer y reviendra plus tard dans la présentation. Et enfin, un autre point important, c'est que ce nouveau texte met en avant la nécessité de réaliser des analyses de risque. Et ça, aujourd'hui, on va y revenir aussi plus longuement. C'est un point important lors de l'utilisation des solutions. Donc, comme je viens de vous le dire, il existe maintenant une catégorie A2L. Cette catégorie A2L, en fait, donc, elle est dans la classification des fluides frigorigènes en termes de sécurité. Elle est définie par la norme ISO 817 et elle est ensuite reprise dans la norme EN 378. Donc, elle classe les fluides en fonction de leur toxicité et de leur inflammabilité. La lettre indique le niveau de toxicité. Donc, A, on va être sur un fluide frigorigène avec une faible toxicité.
B sur un fluide frigorigène toxique. Le chiffre indique le niveau d'inflammabilité. 1, c'est un non inflammable. 2L, faiblement inflammable. 2, inflammable. Et 3, hautement inflammable. Les A2L ne permettent pas l'auto-entretien de la combustion. Donc, si on éteint la source de chaleur, le produit ne peut pas se maintenir en flamme. En exemple de produit A1, donc c'était les produits qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à aujourd'hui, du 404, du 449. B2L, ça va être par exemple de l'ammoniac, et de l'A3, ça sera des hydrocarbures comme le propane. Sur l'image de droite, ce sont des photos issues du test de mesure de vitesse de flamme de différents fluides. Donc, excusez-moi. Alors, donc pour rappel, les quatre conditions pour inflammer un produit, c'est d'avoir donc une présence de fluide inflammable, une présence d'oxygène, mais aussi surtout une concentration dans l'air qui correspond à la zone d'inflammabilité. En effet, on a deux zones d'inflammabilité, enfin on a deux limites d'inflammabilité, une limite basse et une limite haute, et c'est seulement dans cette zone que la concentration en gaz peut créer une flamme. Et derrière, il faut bien sûr une source d'émission, donc une flamme ou de l'énergie. Par exemple, pour la source d'inflammation, ce n'est pas la même suivant les fluides non plus. Pour enflammer du R32, il faut à peu près 100 fois plus d'énergie que pour enflammer du propane. Et là, dans les cylindres, on a rempli en fait avec une concentration qui permet l'inflammation et on amène une source d'énergie par le bas et on mesure la vitesse de la flamme qui monte. La flamme du 1234 YF, donc la petite bulle de gaz qu'on voit, elle va monter à 1,5 cm par seconde. La flamme du R32, elle va monter à 6,7 cm/s. Le propane, quant à lui, il va être à 46 cm/s. Donc là, on voit bien la différence d'énergie que va dégager la combustion des différents produits. Le propane, lui, va créer une explosion. On voit même, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo, mais on voit même la flamme qui sort en fait du cylindre en éjectant le bouchon. Donc les fluides qu'on va avoir sur le marché pour répondre à ces différentes réglementations, à ces différents besoins. Donc on va les classer suivant leur GWP et suivant, on verra donc des réfrigérants A1 et des réfrigérants A2L. On aura des produits pour la moyenne et basse température et des produits pour la moyenne température. Donc on connaissait jusqu'ici le R404A et le R134A. Donc jusqu'en 2017, on avait besoin d'un GWP moyen d'environ 1900, c'était des produits qu'on pouvait utiliser. On voit que le 404, on avait déjà, comme on disait, commencé à le rétrofiter, dû aux restrictions de la F-Gaz. Pour 2021, il va falloir qu'on travaille à réduire encore ces GWP. Le GWP moyen pour tenir les directives seront d'avoir un GWP moyen aux alentours de 900. Pour ça, on a les solutions, donc Opteon XP, donc XP40, XP10, donc R449A, R513A. Et donc, pour aller vers l'horizon 2030, où on aura besoin d'un GWP moyen de 400, on aura la série Opteon XL, donc XL40, donc 454A, XL20, 454A, qui seront des solutions pour la moyenne et basse température, donc en remplacement du 404 qu'on connaissait, et l'Opteon XL10, donc 1234 YF, pour la partie moyenne température. Pour rappel, les produits A2L donc, qui sont encadrés en pointillés et qui sont en vert sont des produits pour des installations neuves. On ne peut pas rétrofiter une installation 404 ou 134 avec un produit A2L. On change de catégorie de SP, on peut pas, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Pour la partie climatisation, donc on va retrouver des produits qu'on connaît bien, le R407C, le 410A, le 134 et le R32 qui est lui déjà un produit A2L.
Donc, pareil, en fois 2017, GWP moyen 1900, 2021, 900. Donc, en remplacement du 134, on va retrouver le 513. Et pour aller à l'horizon 2030, on va rajouter, donc par rapport aux deux produits qu'on a vus juste avant, pour les produits à plus forte pression, donc le 410 et le R32, une solution de remplacement qui est le XL41, donc R454B. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec trois produits, 454C, 454B et 1234YF, on pourra couvrir l'ensemble des besoins, que ce soit du froid commercial, du froid plus industriel, jusqu'à la climatisation. Je vais maintenant vous présenter les cas d'études. Donc, on aura deux cas d'études qui nous ont été soumis. Donc, on va avoir une cuisine collective et un remodeling partiel d'un magasin de proximité. Donc là, on a le plan de la cuisine collective. Donc, c'est la cuisine collective d'un collège. On voit qu'il y a plusieurs zones. Donc, on va avoir une zone en fait qui va être une zone de, on va dire, de travail avec la partie préparation stockage et une zone de service qui sera un espace public. Les puissances en jeu, on va avoir pour le groupe positif 11 kW. Ce groupe positif va alimenter trois chambres froides, une pour la viande, une pour les fruits et légumes, l'autre pour le beurre, œuf, fromage et la salle de préparation froide. On aura une chambre froide en négatif et on a dans l'espace public, on a un salade bar en groupe logé qui est au R454C. À savoir qu'ici, on voit que les groupes en fait sont installés à l'extérieur. Ça aura un impact, par exemple, dans l'analyse du risque. C'est vraiment sur ces points-là qu'on va focaliser tout à l'heure avec sa mère. Pour la partie remodeling partiel d'un magasin de proximité, donc c'est un magasin qui a une surface de vente de 800 mètres carrés. On va avoir trois groupes, donc un groupe qui va alimenter les chambres froides positives de 21 kW, donc charcuterie et volaille, boucherie, fruits et légumes. Un groupe pour les meubles froids positifs, donc qui sont en surface de vente de 16 kW, et une chambre froide en négatif de 4 kW. La partie du coup meuble froid négatif n'est pas traitée sur ce remodeling partiel. Donc pour ces deux cas d'études, on a décidé de regarder les avantages et inconvénients de plusieurs technologies. Donc, on a comparé plusieurs systèmes, plusieurs architectures. On a comparé un HFC centralisé avec du R449A, un système HFO semi-centralisé au R454C, un groupe logé sur boucle d'eau au propane et un système transcritique CO2. Pour toutes ces installations, on a comparé donc la pression de fonctionnement, l'inflammabilité, la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, la pérennité de l'installation dans le temps, l'efficacité énergétique, les émissions globales de CO2, l'investissement initial et bien sûr le coût total de possession, donc en prenant en compte la vie de l'installation. Par rapport à l'ensemble de ces critères, nous, on a défini que c'était pour ces cas présents, le 454C qui était la meilleure solution. C'est donc pour la suite de ce webinaire et de ces études, on va se baser sur ce produit, donc le 454C. Et par rapport aux critères qui ont été pris en compte, pareil, on était sur la base d'un magasin de 800 mètres carrés avec 40 watts en positif, 8 kW en négatif. Et pareil, vous pouvez retrouver les éléments de cette étude sur le lien. Donc voilà, XL20 pour nous, le meilleur compromis pour ce type d'installation. Merci David.
Fabien de Emerson va maintenant nous présenter leur gamme et les solutions disponibles en A2N. Fabien, c'est à toi. Merci Louis. Merci David donc, pour cette première partie. Merci également donc, aux nombreux participants d'assister à ce webinaire, parce que je vois que vous êtes toujours donc, très nombreux à suivre donc, cette présentation. Donc moi, donc maintenant, je vais vous présenter donc, concrètement donc, les systèmes, les équipements de réfrigération donc proposés par Emerson, donc qui peuvent être donc mis en œuvre avec les fluides que vous a présenté David. Alors, nous proposons donc des solutions A2L, des équipements de réfrigération A2L, donc pour deux principaux types donc d'architecture. Donc pour les systèmes centralisés, donc comme vous voyez sur ma diapositive, donc à gauche, donc plutôt les grosses installations, donc pour les sites industriels, les gros supermarchés, également les grosses cuisines centrales. Nous proposons donc déjà des compresseurs scroll et semi-hermétiques, donc avec des fluides qu'on appelle HFO A1, type R449A, R513A. Également, nous avons des gammes complètes au CO2. Et maintenant, donc, nous commençons donc à proposer ce type de compresseurs donc qualifiés donc avec des réfrigérants A2L à très bas GWP. Ces compresseurs donc étant directement donc vendus aux OEM ou fabricants de centrales. Pour les systèmes semi-centralisés, donc avec des groupes de réfrigération extérieure. Donc vous connaissiez déjà donc notre gamme ZX pour les petites et moyennes puissances qui montent jusqu'à 13 kW, donc disponible donc, avec des fluides HFO A1 et que maintenant donc on convertit et qu'on propose désormais donc avec des fluides qualifiés A2L à très bas GWP. Nous avons également donc des groupes donc de réfrigération large puissance, EasyCool, les gammes OMTE et OLTE, elles disponibles pour le moment avec des fluides HFO A1 et CO2. Ces différents compresseurs et groupes donc sont commercialisés donc au travers donc de notre marque Copland. Sachez que chez Emerson, nous possédons également donc les marques Alco Control pour tout ce qui est composants de ligne et Dixel pour tout ce qui est régulation supervision. Et donc ces différentes solutions sont également disponibles à l'heure actuelle donc avec des réfrigérants A2L. Et j'ai oublié de dire donc, que tous nos groupes de réfrigération sont vendus donc, via nos distributeurs. Concrètement, donc, concernant nos compresseurs, donc, nous avons déjà des compresseurs scroll, donc A2L, donc à bas GWP commercialisés. Pour le moment, nous avons une gamme positive, donc les scrolls YB et digital, donc YBD. Le digital permettant une modulation de puissance donc de 10 à 100%. Un petit peu plus tard, vers la fin d'année, nous proposons également donc des scrolls pour des applications de froid négatif au travers donc des modèles YF et YFD. Donc les scrolls sont particulièrement adaptés pour des installations de petite et moyenne puissance, et notamment donc avec les fluides A2L. Donc nous avons fait le choix donc de qualifier nos compresseurs avec les fluides donc R454A, C également R455A et 1234 YF, ce que ça permet pour des petites et moyennes puissances donc de proposer des solutions économiques, en tout cas plus économiques que du CO2, mais également donc performantes et compactes. Et ces compresseurs, donc vous pouvez les retrouver donc soit donc dans nos groupes de réfrigération, mais également des groupes de réfrigération d'autres marques. Ça peut également équiper donc des unités monoblocs ou biblocs de chambres froides, ou également intégrer des centrales donc multicompresseurs, donc pour tout ce qui est système donc centralisé. Alors pourquoi nous avons fait le choix des réfrigérants donc R454A, C également R455A et 1234 YF donc pour qualifier nos compresseurs scroll, parce que vous voyez là sur cette diapositive donc nous avons comparé donc les performances donc de deux types de compresseurs, donc le ZB26 KCE donc au R404A et le YB21K1E qui lui est dédié donc au réfrigérant A2L. Ces deux compresseurs avec un niveau technologique équivalent qui ont un même volume balayé, à savoir 9,95 m3 par heure, pour vraiment avoir un comparatif sur le même pied d'égalité. Et donc vous voyez donc que les fluides A2L
type R455A et R455C ont des puissances frigorifiques relativement équivalentes au R454A, parce il y en a un, même le R454A, qui permet d'avoir donc une puissance frigorifique de près de 9% supérieure au R404A, et le R454C, on est légèrement en dessous, à moins 9%. Le gros point fort de ces fluides A2L, c'est qu'ils permettent donc d'augmenter fortement les rendements énergétiques ou COP. Vous voyez que le R454A ou R454C permet d'augmenter les rendements énergétiques de près de 20% par rapport au R404A. Si on comparait ces mêmes compresseurs avec un fluide type R449A, on est à peu près sur un delta en termes de rendement énergétique de 10 points. Et ces réfrigérants-là, vous voyez, permettent donc ont des glissements fonctionnels. Lorsqu'on appelle glissements fonctionnels, donc c'est les glissements au niveau de l'évaporation, donc du point de départ de l'évaporation jusqu'au point de rosée, tout à fait convenable parce qu'on ne dépasse pas donc les 5 Kelvin. Concernant donc les performances donc de nos scrolls, donc avec le fluide 1234 R1234 YF, donc qui est plus semblable au R134A en termes de puissance frigorifique. Donc comme vous pouvez le voir à droite dans mon écran, donc qui vous précise donc les performances obtenues à l'aide de notre logiciel Select 8, donc qui est disponible sur notre site internet. Vous avez également le lien au bas de la diapositive pour télécharger ce logiciel, et donc dans lequel sont intégrées toutes les performances de nos compresseurs A2L actuellement donc commercialisés. Donc vous voyez que le scroll, le YB21K1E a un niveau de puissance frigorifique au R1234YF quasiment identique au R134A par rapport au ZB26, mais on améliore le COP de près de 5 points. Voilà, d'où le choix donc de qualifier nos compresseurs scroll donc avec ces réfrigérants. Alors sur cette diapositive, donc vous voyez donc les différents réfrigérants ou les différents mélanges HFC, HFO donc disponibles sur le marché. Donc à gauche, on part des fluides qui ont les GWP les plus élevés, et on va vers la droite avec les fluides avec les GWP les plus bas. Et en rouge, vous pouvez voir au sein de ces mélanges la proportion donc de fluides HFO. Et on se rend compte que donc pour passer la barre des 150 en GWP, en fait la proportion de HFO pur au sein du mélange dépasse les 60%. Donc ça, c'est une conséquence importante donc au niveau de nos compresseurs, parce que le HFO, enfin le HFO pur, se mélange facilement donc à l'huile, et donc va diminuer la viscosité du film d'huile. Donc nous, chez Emerson, donc on a fait le parti pris, donc pour pas rajouter, je dirais, des contraintes supplémentaires, donc de faire en sorte que nos compresseurs A2L à très bas GWP puissent fonctionner avec les mêmes types d'huile que vous avez l'habitude d'utiliser, donc à savoir donc des huiles polyester. Et donc on a dû pour ce faire, donc pour pallier donc à la baisse de viscosité du film d'huile, on a dû consolider donc nos compresseurs scroll A2L. C'est pour ça que c'est vraiment des gammes spécifiques, c'est des gammes dédiées. Et donc on a renforcé donc les parties clés comme les paliers, comme les spirales, comme les Oldham coupling, pour toujours assurer une fiabilité et une durée de vie donc suivant nos standards Emerson. Donc voilà la gamme à l'heure actuelle donc disponible et commercialisée au niveau de nos scrolls A2L. Donc vous voyez qu'on a une gamme donc YB et YBD donc digital donc pour les applications positives pour le moment, et avec des fluides type R404C, 55A et R454A. Vous voyez on est sur des plages de puissance frigorifique à peu près de 3 à 13 kW, et avec le YF, un 234 YF, plus semblable au R134A, on est sur des plages de puissance frigorifique de à peu près de 2 à 7 kW. Notre gamme négative arrivera en fin d'année, comme je l'ai dit précédemment. Sachez que nous qualifions également nos compresseurs semi-hermétiques, nos streams, donc avec ces fluides A2L à très bas GWP. Nous avons retenu les mêmes fluides. Pour l'instant, nous sommes en mode pré-série, mais nous pouvons fournir donc des échantillons pour les différentes personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées donc pour démarrer donc des projets avec ce type de compresseur. Et à terme, donc, nous aurons des gammes complètes avec nos streams donc pour assurer des puissances frigorifiques de 30 à 70 kW en positif et 7 à 20 kW en négatif. Voilà, donc ça c'était pour la partie compresseur. Concernant la partie groupe de réfrigération, donc
vous connaissez donc parfaitement dans l'ensemble notre gamme ZX qui existe depuis plus de 10 ans sur le marché français. Notre gamme qui était disponible jusqu'à présent, donc qui est toujours disponible avec des fluides HFO A1, type R449A, R134A, R513A, et donc parfaitement adapté pour tout ce qui est restaurant, collectivité, notamment, vous voyez, on a équipé récemment le prestigieux restaurant du Jules Verne au sein de la Tour Eiffel, pour tout ce qui est cuisine collective, mais également magasin de proximité, également tout ce qui est boulangerie, boucherie et station-service. Donc cette gamme-là, maintenant, donc on l'a convertie donc vers les fluides A2L à très bas GWP. Donc à l'heure actuelle, donc nous proposons donc ce type de groupe donc pour des applications positives. Donc vous voyez qu'on a des modèles disponibles dans lesquels assurant des puissances frigorifiques fixes comme les modèles ZX MY avec une plage de puissance de 3 à 13 kW et une gamme digitale, donc avec une plage de modulation donc de 10 à 100% et pour assurer donc des puissances frigorifiques de 5 à 13 kW. Pareil, cette gamme donc disponible à l'heure actuelle avec des fluides type R454C, 454A et R455A. Dans un second temps, vers la fin d'année, nous qualifierons cette gamme également donc avec le R1234YF et nous proposerons donc des modèles négatifs pour assurer des puissances frigorifiques donc jusqu'à 5 kW. Cette nouvelle gamme ZX A2L possède les mêmes caractéristiques et le même niveau de finition que la gamme que vous connaissez déjà, que ce soit avec des fonctions d'HP flottantes, avec l'intégration de séparateurs d'huile, bouteilles anti-coup de liquide, facilité d'accès au niveau des composants. Alors, un petit point maintenant sur toutes les étapes par lesquelles on est passé pour que vous puissiez vous rendre compte que vraiment ces groupes qualifiés A2L que nous proposons respectent vraiment toutes les règles de sécurité pour pouvoir fonctionner donc avec des réfrigérants moyennement inflammables. Donc, pour ce faire, donc, nous avons travaillé donc, avec l'organisme de certification TÜV, qui est un organisme référent international donc, et basé en Allemagne. Et donc l'idée, dans un premier temps, donc c'était de pouvoir proposer des groupes donc en priorité avec le R454C, puis R455A et R454A, sachant que les groupes que nous proposons sur le marché sont multi-réfrigérants, et donc ils peuvent fonctionner désormais avec l'un ou l'autre de ces fluides. Donc dans un premier temps, nous avons retenu donc des composants uniquement qualifiés donc avec des fluides A2L à très bas GWP. Après, nous avons fait un très gros effort de conception au niveau du groupe pour réduire donc un maximum la probabilité de fuite. Ensuite, nous sommes partis du principe que si jamais il y avait une fuite au sein du groupe, l'idée c'était d'avoir une conception qui limite au maximum la concentration de réfrigérant au sein du groupe de telle manière à jamais atteindre la limite inférieure d'inflammabilité, faire en sorte que le réfrigérant ne puisse jamais prendre feu. Et enfin, nous avons isolé tous les composants clés électriques pour éviter tout risque d'inflammation et émission si jamais il y avait la moindre risque. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est vraiment ces étapes clés par lesquelles nous sommes passés. Concrètement, comment ça se traduit en termes de composants donc, et de différences au sein du groupe ZX donc par rapport à la gamme classique que vous connaissez, donc qualifiée avec des réfrigérants HFO A1. Donc vous voyez sur cette diapositive, autant les deux groupes d'aspect extérieur ont l'air complètement semblables. En revanche, l'intérieur a complètement changé. On a notamment donc changé la régulation pour qu'elle puisse fonctionner avec des réfrigérants A2L. On a également donc changé cette logique de régulation pour faire en sorte que les ventilateurs se mettent en route avant le compresseur et pareil que le ventilateur continue de fonctionner donc une fois que le compresseur est arrêté, toujours pour éviter qu'il y ait de dépasser, si jamais il y avait la moindre fuite, de dépasser la limite inférieure d'inflammabilité en termes de concentration de réfrigérant. Les composants, si je puis dire, qui n'ont pas bougé comme les ventilateurs, ont été optimisés pour toujours vous proposer de nouvelles performances. Donc c'est pour ça que notamment dans cette gamme-là, on est encore plus performant au niveau acoustique. Nous avons retiré toutes les connexions à visser, notamment au niveau de la bouteille réservoir, pour éviter tout risque de fuite potentielle. Donc, bien évidemment, ces groupes intègrent nos compresseurs dédiés donc au fluide A2L. Donc, pour le moment, je vous dis ces groupes disponibles donc avec pour des applications positives, donc avec les compresseurs YB et YBD.
Le boîtier électrique est complètement isolé du circuit fluidique. Comme vous pouvez le voir sur la photo, quand on ferme la porte, vous avez même un joint donc qui va isoler donc les deux compartiments pour éviter tout risque d'ignition. Et enfin, donc, nous avons changé donc, la technologie du condenseur pour passer sur une technologie mini-cano 5 mm, donc, ce qui permet de réduire la quantité de réfrigérant de manière significative au sein du groupe et donc d'abaisser la charge de 50%. Donc voilà tous les changements qui ont été faits au sein du groupe pour qu'il puisse fonctionner donc, en toute sécurité et répondre donc, aux normes et standards actuels pour pouvoir fonctionner avec des réfrigérants A2L à très bas GWP moyennement inflammables. Donc j'en ai fini donc, pour la présentation donc, de nos compresseurs scroll semi-hermétiques et puis nos groupes ZX actuellement disponibles avec ces réfrigérants. Je vais revenir sur les cas d'études que vous a présenté David pour vous faire la sélection donc, des équipements correspondants. Donc, si je reprends l'exemple de la cuisine collective de collège, pour laquelle donc, il y a besoin d'un groupe positif de 11 kg et donc pour les différentes chambres froides positives et puis d'un groupe négatif donc, de 2,5 kg. Donc, nous pouvons vous proposer dès à présent donc, un groupe ZXDY 075E pour assurer tout le froid positif et donc une puissance de 11 kg. Pour le négatif, nous pourrons à terme, comme je vous disais, vers la fin d'année, vous proposer un groupe du type ZXLY pour assurer une puissance de 2,5 kW. Nous pouvons également, dès à présent, vous proposer tous les composants de ligne donc de notre marque Alco, donc pour les chambres froides, à savoir donc les détendeurs monoblocs, les électrovannes et les bobines également donc pour alimenter ces électrovannes. Et vous avez sur la diapositive donc tous les modèles sélectionnés pour répondre aux différents niveaux de puissance des chambres froides de ce cas. Donc ces sélections ont été faites donc avec le fluide R454A. Concernant donc le remodeling partiel d'un magasin de proximité, pour lequel donc, nous sommes partis sur une solution semi-centralisée, donc avec deux groupes large puissance ou deux mini-centrales pour le froid positif, donc pour assurer un besoin de 21 kg et 16 kW, et sur un groupe de plus petite taille pour le négatif de 4 kW. Donc là, nous pouvons dès à présent donc, vous proposer donc un tandem de compresseurs scroll, donc qualifié A2L. Donc pour assurer un besoin de 21 kW, nous pouvons vous proposer un tandem YB45 et YBD, donc un modèle digital 45. Et pour la puissance de 16 kg, nous pouvons proposer des scrolls type YB36 et YBD36 K1E, donc destinés à intégrer donc, des groupes de réfrigération à puissance ou des petites centrales. Pour le négatif, on peut rester donc sur un groupe ZX, donc de type ZX LY060 pour assurer une puissance de 4 kW. Et idem, pour ce cas d'étude, vous avez déjà tous les composants de ligne Alco, donc détendeurs, électrovannes et bobines disponibles pour répondre au niveau de puissance frigorifique des différentes chambres froides de ce cas. Et là, pareil, toute la sélection de ces équipements a été faite au R404C. Donc voilà pour la présentation de nos solutions, pour la sélection des équipements correspondants par rapport au cas d'étude présenté. Maintenant, je vais laisser la parole à Samer qui va vous faire un point complet sur comment calculer les charges de fluide suivant la norme EN 378. Merci David. Donc Samer va nous présenter le calcul de charge selon la norme EN 378 rapporté à ces deux cas d'étude. Et ensuite, il nous présentera aussi les analyses de risque, encore une fois en lien avec ces deux installations. Samer, c'est à toi. Merci Louis, merci Fabien et David pour les deux précédentes participations et pour les gens qui nous suivent en ligne. Alors, comme on l'a dit, pour le moment, on a vu les deux cas d'études qui ont été présentés. On a fait la sélection du réfrigérant, on a fait la sélection des équipements de réfrigération. Maintenant, pour pouvoir mettre en place tout ça en toute sécurité, on va faire un calcul de charge selon la norme EN 378.
Pour cela, il faudra se référer à cette norme. Là-dedans, il y a des tableaux qu'on va utiliser et qui vont nous aider à choisir la bonne formule pour le calcul de cette charge limite. Ces tableaux-là, ils se présentent un peu de cette forme-ci qu'on voit sur l'écran, où on va choisir le réfrigérant qui doit être correspondant à la catégorie qui correspond à notre fluide, A ou B pour toxique ou pas, plutôt pour non toxique ou toxique, et de 1 à 3 pour l'inflammabilité. Pour notre cas, on aura des réfrigérants A2L. Alors, il faut choisir le bon tableau qui correspond. Après, on va choisir les catégories d'accès. On va parler un petit peu plus tard de ce que c'est. On va choisir l'application pour laquelle on est en train de travailler, si c'est confort des humains, si c'est d'autres applications ou si c'est des exceptions parfois où on a moins d'une personne par 10 mètres carrés. Et finalement, on va choisir une catégorie d'emplacement. Et avec la combinaison de tous ces critères, on va retrouver dans un tableau croisé la bonne formule pour calculer la charge. Alors, sans tarder, les catégories d'accès, comme on a dit, il y en a 3 catégories d'accès. La catégorie A, c'est l'accès général. Dans ce cas-là, on va parler de ERP en France, pour faire simple, espace recevant du public. Et on a quelques exemples qui sont cités dans la norme EN 378, tels que les supermarchés ou les restaurants, ce qui correspond à notre cas, à nos cas plutôt d'études qui ont été présentés par David. Après, on a l'accès surveillé. Dans ce cas-là, on est en catégorie B. Et dans cette partie, seulement le personnel qui travaille dans le bâtiment a le droit d'y rentrer. Par exemple, des bureaux d'affaires, des laboratoires, des locaux de fabrication générale, et ainsi de suite. Et finalement, on a l'accès réservé, c'est-à-dire la catégorie C. Et dans ce cas, en plus de la restriction que seulement le personnel qui travaille dans le bâtiment peut y accéder, mais aussi ce personnel doit être informé sur les mesures de sécurité qui régissent dans cet établissement. Et on va regarder ici, par exemple, dans les exemples cités dans la norme EN 378, on a les zones non accessibles au public des supermarchés, qui va nous aider aussi pour savoir quelle catégorie d'accès correspondent à nos cas d'études cités précédemment. En plus des catégories d'accès, il faut regarder aussi les catégories d'emplacement. Dans ce cas-là, il faut regarder le système frigorifique et voir s'il est placé entièrement à l'intérieur du bâtiment ou à l'intérieur de la pièce qu'on gère ou où on fait l'analyse de risque. Dans ce cas-là, s'il est entièrement à l'intérieur, par exemple des groupes logés ou des armoires frigorifiques ou des clims mobiles, on est en catégorie 1. On peut avoir les cas où notre système de réfrigération est en partie à l'extérieur, en partie à l'intérieur. Par l'extérieur, on parle soit à l'air libre, soit dans une salle des machines. Et un évaporateur, par exemple, qui est à l'intérieur de la pièce. C'est le cas des unités de condensation, des centrales, des rooftops pour la climatisation. Tous les cas, par exemple, de chambres froides vont rentrer dans cette catégorie 2. La catégorie 3, elle va correspondre aux situations où on a notre système frigorifique entièrement à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a pas de réfrigérant qui va rentrer dans le bâtiment. La communication va faire via un fluide caloporteur, tel que les chillers ou les pompes à chaleur RO. Et la 4e catégorie, elle va correspondre aux constructions spéciales où on a une enceinte ventilée. On a notre système frigorifique à l'intérieur, mais qui est complètement isolé du bâtiment et il y a des trappes de communication pour l'air vers l'extérieur. C'est vraiment des constructions spécifiques et ça ne sera pas d'intérêt pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir que c'est les 2 premières catégories qui vont nous intéresser pour les cas qu'on a en question. Alors, si on se focalise cette fois-ci sur la cuisine collective pour le collège, vous avez vu que j'ai surligné une partie en orange. Cette partie-là, elle est réservée au personnel
Et le personnel qui travaille dans les cuisines est souvent informé des mesures de sécurité parce qu'on a affaire à du feu, on a affaire à du réfrigérant, on a affaire à plusieurs dangers et du coup le personnel il est qualifié et il est au courant des mesures de sécurité, ce qui fait que cette partie-là est notée en catégorie d'accès C, c'est-à-dire vraiment réservée au personnel qui est informé. La partie jaune qu'on voit en bas de l'écran, c'est une partie qui est ouverte au public, c'est-à-dire ERP ou catégorie d'accès A. Maintenant, si on regarde les groupes de réfrigération, comme on l'a dit avant, ils sont placés à l'extérieur et la partie de réfrigération va faire à l'intérieur, ce qui veut dire on est en catégorie d'emplacement 2, une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Par contre, le salade bar, qui lui, il est placé à l'intérieur de la chambre recevant du public, avec son système de réfrigération intégré, c'est-à-dire un plugin ou un groupe logé, il est en catégorie d'emplacement 1 parce que la totalité du système est à l'intérieur du bâtiment. Ayant toutes ces informations, ayant aussi les volumes et les surfaces des différentes pièces, on peut maintenant procéder au calcul de charge limite selon la norme EN 378 en se référant, comme on a dit, aux tableaux qui sont présents dans cette norme-là. Alors, si on prend l'exemple du premier groupe qui va alimenter les chambres froides de la cuisine, on est, comme on a dit, en fluide légèrement inflammable, le 454C, c'est un A2L. On est en catégorie d'accès C parce que c'est seulement le personnel qui est autorisé et le personnel est informé des mesures de sécurité. On est dans les cas spécifiques des autres applications avec moins d'une personne par 10 mètres carrés pour ces chambres froides. On a vu les surfaces des chambres froides étaient de 12-13 mètres carrés chacune à peu près de mémoire et ils avaient collé sur la porte de chacune des chambres froides que maximum une personne peut rentrer. Alors on est sûr à avoir moins d'une personne par 10 mètres carrés. Et on est en catégorie d'emplacement 2. Avec toutes ces informations-là, on va retrouver la formule qui nous intéresse et on va se retrouver dans ce cas spécifique aujourd'hui qu'on n'a aucune limitation de charge pour l'Opteon XL20 ou le 454C. Par contre, quand on va regarder la partie espace de préparation froide, cette fois-ci, on va retrouver les mêmes critères. C'est un réfrigérant A2L en catégorie d'accès C, mais cette fois, on n'a plus la limite de moins d'une personne par 10 mètres carrés et on est toujours en catégorie 2. Pour cela, le calcul de la charge limite va se faire en fonction du volume de la pièce. Et afin de vous faciliter la tâche, parce que chaque fois, il y a des formules qui sont assez complexes à gérer, Chemours est en train de développer un calculateur qu'on va vous présenter en avant-première aujourd'hui, mais excusez-nous, c'est encore en anglais. La version française va devenir disponible dans quelques jours. Alors, dans ce calculateur-là, on va choisir, comme on l'a fait dans notre tableau précédemment, l'application. On est en autre application. On va choisir la catégorie d'emplacement. On est en classification 2, c'est-à-dire le compresseur à l'extérieur, la réfrigération, l'évaporateur à l'intérieur. On va choisir ensuite la catégorie d'accès. On a dit on est en catégorie C, à plus qu'une personne par 10 mètres carrés pour le cas des espaces de préparation froide de la cuisine. On a le choix de plusieurs réfrigérants de la gamme Opteon. On va choisir le XL20 ou le R454C. Ici, il faudra rentrer les dimensions de la pièce pour pouvoir calculer la charge limite. On avait une pièce qui fait 20 mètres carrés, alors on va mettre les dimensions de la pièce, on va mettre la hauteur de la pièce parce que c'est le volume aussi qui va rentrer en considération et on va mettre la charge que nous estimons nécessaire pour faire fonctionner notre unité ou le groupe de réfrigération. Alors, on avait estimé à 45 kg la charge nécessaire.
Et ce calculateur va nous dire si la charge qu'on avait estimée est possible d'être utilisée ou quelles sont les mesures nécessaires pour qu'on puisse utiliser cette charge-là. Alors, on va obtenir un graphique comme celui-là, présenté à droite. Et quand on va passer la souris sur les différentes couleurs, on va voir s'il y a des mesures supplémentaires de sécurité à mettre en œuvre ou pas. Notre point qui est là, notre charge de 45 kg, en fonction du volume de la pièce en question, qui est la pièce la plus petite où le réfrigérant va être mis en œuvre. Et on va voir qu'on a besoin de 2 mesures de sécurité et un détecteur de fuite qui sont bien définis dans la norme EN 378. On a la possibilité d'exporter le fichier sous format PDF aussi pour obtenir un rapport détaillé de notre calcul. Alors, je reviens à ma présentation. Maintenant qu'on a vu pour ce cas-là, on a dit 45 kg de réfrigérant. Le même groupe va alimenter et les chambres froides et l'espace de préparation froide de la cuisine. Or, les chambres froides n'avaient pas de limite de charge. Alors, il faudra se limiter à la quantité la plus faible par rapport aux différentes pièces. Alors, les chambres froides, il n'y a pas de limite. Alors, c'est la prochaine limite qui va être appliquée, c'est-à-dire l'espace de préparation froide. Et on a vu, dans ce cas-là, si on veut utiliser 45 kg de réfrigérant, on a besoin d'un détecteur de fuite et de 2 mesures supplémentaires de sécurité pour l'unité entière. Par 2 mesures de sécurité ou de protection, on parle de vannes d'arrêt, par exemple, d'alarme de sécurité lumineuse et sonore, de ventilation mécanique ou de ventilation naturelle, par exemple. Alors, avec tous ces calculs-là, on a pu déterminer la charge nécessaire ou maximale autorisée pour faire fonctionner notre système en toute sécurité pour le cas de la cuisine. Après, si on regarde le salad bar qui est installé dans le self, cette fois-ci, on est en catégorie d'accès A parce que le système est placé dans un espace recevant du public, et on est en catégorie d'emplacement 1 parce que la totalité du système est dans la pièce. Si on refait le même calcul par le calculateur, par exemple, on peut retrouver une charge limite par unité qui est à 11,4 kg. Or, aujourd'hui, des groupes logés comme celui qu'on a présenté ici sont limités à 150 grammes par une autre norme qui est dédiée aux fabricants de composants et non pas aux installateurs. Et cette limite-là va être montée à 1200 grammes bientôt, mais on est loin des 11,4 kg. Alors, on peut l'installer en toute sécurité dans notre self-service. Cette fois-ci, on va continuer vers le supermarché de proximité ou le magasin de proximité qui est en train de subir un remodeling partiel. On voit, comme précédemment, une partie qui a été surlignée en orange, c'est la partie non ouverte au public du supermarché, alors en accès C. La partie orange qui est la partie recevant les clients qui est en catégorie d'accès A. Et les groupes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire on est en emplacement 2, les compresseurs et les condenseurs à l'extérieur, les évaporateurs à l'intérieur. De la même façon, on va procéder pour les chambres froides. On est dans les cas spécifiques de moins d'une personne par 10 mètres carrés. Alors, on n'a aucune limite de charge pour ces chambres froides. Et cette fois-ci, on va regarder la partie recevant du public, là où on a mis nos meubles froids à l'intérieur. Dans cette partie, on est en catégorie d'accès A, comme on l'a dit avant. On est dans les autres applications, on n'est pas dans le confort des humains, on est toujours dans la réfrigération, alors ça rentre dans les autres applications. Catégorie d'emplacement 2. On va utiliser le calculateur de Chemours et on va retrouver, en fonction des dimensions
de la surface de vente, le volume de cette pièce-là, la charge qu'on avait définie de 30 kg pour notre système. Et j'ai fait une impression d'écran de la partie rapport PDF qu'on peut obtenir. Et la partie qui nous concerne, elle est là. Alors, il faut être en compliant avec la norme EN 378, le paragraphe C.3.1 et C.3.2. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux paragraphes? Ces deux paragraphes ne demandent pas qu'on ait des mesures supplémentaires de protection, telles qu'un détecteur de fuite, mais ils demandent qu'il y ait une conception des composants de façon sûre. Par exemple, on va utiliser des raccords permanents dans tout l'espace occupé, comme l'ont fait par exemple Emerson pour leur groupe. On va aussi avoir des ventilateurs qui sont à l'intérieur, qui sont conçus contre les dommages du givrage, idem pour les échangeurs à l'intérieur, et ainsi de suite. Alors, il y a quelques mesures de conception qu'il faut faire attention quand on est en train d'équiper notre espace recevant du public. Si on prend ces mesures en considération, on peut installer notre système avec du réfrigérant XL20 ou A2L sans aucun souci. Alors, la partie calcul de charge, c'est une première chose. Elle va limiter le risque d'utilisation d'un réfrigérant légèrement inflammable, mais aussi, il faut mener une analyse de risque. La norme EN 378, elle recommande de mener une analyse de risque pour tous les réfrigérants A1, A2L, A2 et A3. Tous les réfrigérants doivent subir une analyse de risque d'après la EN 378. Et mener une telle étude est exigeant et parce qu'elle n'est jamais exhaustive, c'est toujours sujet à interprétation. Mais à la fin, c'est chaque entreprise qui va définir elle-même ce qui est acceptable ou pas au niveau de risque pour sa société. Et ce qu'on va vous présenter là juste après, ce ne sont que des exemples qui sont liés seulement à l'inflammabilité de réfrigérants. On peut avoir une analyse de risque plus large qui va traiter par exemple le risque d'électrocution, le risque d'explosion à cause d'une très forte pression, le risque d'explosion à cause d'un réfrigérant qui est explosif, par exemple A3. Ici, on va se contenter des réfrigérants A2L qui sont notre cas ici. Pour faciliter ce travail, en France, on a deux documents qui font référence, que vous voyez sur l'écran. Ils ont été développés par Uniclimat, CETIM et le deuxième en partenariat avec le SNEFCA et qui vont vous montrer les démarches à suivre, quelques exemples, comment faire cette analyse de risque de façon la plus facile possible. Alors, une analyse de risque, elle va être basée sur ce qu'on appelle la criticité. Alors là, sur l'écran, vous voyez un tableau de criticité. Une criticité, c'est le produit d'une fréquence et d'une gravité d'un événement. Si j'ai un événement qui ne va jamais être constaté, même s'il est catastrophique quand il arrive, mais vu qu'il n'arrive jamais, on va se retrouver dans une criticité qui est ici en couleur verte, c'est-à-dire acceptable. Mais quand on va arriver à des criticités qui sont rouges ou même jaunes, ça va devenir modéré ou inacceptable et on va après chercher à réduire cette criticité en jouant soit sur la gravité pour réduire la gravité de l'événement quand il va se produire, soit à réduire sa fréquence, c'est-à-dire à ce qu'il se produit de moins en moins souvent. Chaque défaut qu'on peut avoir sur une installation peut avoir des effets sur les personnes. Alors, il faut faire une étude sur les personnes, peut avoir un effet sur les biens. Alors, pareil, il faut regarder sur les biens qu'est-ce qui va se passer, et sur l'environnement. Et on va prendre la criticité la plus élevée chaque fois qu'on peut avoir sur les trois impacts sur les personnes, sur les biens et sur les environnements.
vous avez plus d'informations, vous avez les sources qui sont citées et vous pouvez se référer à ces sources-là. Alors, on va passer à des exemples concrets, ça va être plus simple, je pense, pour tout le monde. On va prendre le cas de notre cuisine collective et on va regarder que quand on était en train de faire la conception de notre système de réfrigération, on s'est rendu compte qu'on peut avoir une situation dangereuse qui est une fuite importante de réfrigérant au niveau de l'unité de condensation à cause d'un véhicule qui, en reculant, va percuter le groupe qui est posé au niveau du sol et cela va engendrer une perte du groupe de condensation. Alors, c'est un risque qui est sur les biens parce qu'il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de problème, il y aura des problèmes pour l'environnement, oui, mais le risque le plus élevé, ça va être sur les biens. On va regarder la fréquence de cet événement-là. On a vu une fréquence qui est à 4. Si on revient à notre tableau précédent, c'est-à-dire c'est tous les mois, on peut avoir un véhicule qui va percuter notre groupe. Une gravité qui est cotée à 4, on a un tableau qui peut être qui est dans les références, qui va définir ces gravités. Mais par exemple, ici, on a une perte de marchandises, on a un arrêt de l'unité de production de froid pendant plusieurs jours. Alors, ça définit notre gravité à 4. Et si on regarde alors la criticité, qui est le produit de ces deux éléments, elle est à 16. Elle n'est pas acceptable. Alors, on va prendre des mesures correctives. Dans ce cas-là, on va installer le groupe de condensation en hauteur, par exemple, ou on va installer des barrières autour. De cette façon-là, on va jouer sur la fréquence de reproduction de cet élément. On va passer à quasiment jamais un véhicule peut percuter un groupe qui est installé en hauteur ou s'il y a des barrières. Et dans ce cas-là, notre criticité va chuter à 4, ce qui est un niveau acceptable. Et ainsi de suite. On va regarder par exemple un autre problème ou une autre situation dangereuse qui est une fuite dans la chambre froide qui est causée par un dimensionnement inadapté d'une pièce, par exemple un détendeur, qui va créer la fatigue et finalement la rupture d'une tuyauterie. Le dommage le plus ou le risque le plus élevé ou la criticité la plus élevée, ça va être sur les personnes cette fois-ci, parce qu'on peut avoir une personne qui va être blessée avec un arrêt maladie et une fréquence qui est une fois tous les ans, à peu près. Et pour ça, on va s'assurer que le dimensionnement de nos composants a été fait de façon correcte, qui a été validé par les fournisseurs des composants aussi. De cette façon, on va réduire la fréquence de cet événement à quasiment jamais. Et pareil pour notre niveau de criticité, il va chuter. Vous avez vu dans ces deux exemples, on a traité seulement la fréquence, on n'a pas traité la gravité. Pour le troisième exemple, ici, on est en phase de maintenance de notre système et on a une détérioration de l'évaporateur générant une libération de fluide qui est assez grande dans notre salle de préparation froide. Et cela est causé parce qu'on a utilisé des outils contondants pour débarrasser l'évaporateur de la glace accumulée. Autrement dit, on a pris un tournevis et on a essayé de casser la glace qui est sur l'évaporateur pour assurer une maintenance de ce système. Le risque le plus élevé, ça va être sur les personnes parce qu'on va risquer d'avoir un arrêt maladie si on a une fuite de réfrigérant directement sur le personnel et on a aussi une fréquence qui est relativement élevée. Alors, pour réduire maintenant ces deux critères, et la fréquence et la gravité, il faut respecter les notices du constructeur et les protocoles d'entretien. Il faut assurer une intervention par une personne habilitée qui a son attestation d'aptitude. Dans ce cas-là, on est sûr qu'il ne va pas faire ce genre d'erreur. Alors, la fréquence, elle va chuter et cette fois-ci, la gravité aussi, elle va chuter parce qu'on est sûr que ce genre de situation ne va pas se reproduire. Et à la fin, on est à une criticité de 1.
De la même façon, on peut citer quelques exemples qu'on peut avoir pour notre magasin de proximité. Dans ce cas-là, on va regarder une corrosion, par exemple, parce qu'on a utilisé des produits d'entretien qui ne sont pas appropriés sur l'évaporateur de la chambre froide. Du coup, on a une microfuite qui ne va pas causer de problème ni pour les biens, ni pour les personnes. Par contre, on a une microfuite qui n'a jamais été repérée et qui va causer des problèmes sur l'environnement parce qu'on est en train de perdre du réfrigérant et causer un réchauffement climatique, même si le réfrigérant il est à très faible GWP, ça reste déconseillé de le libérer dans l'atmosphère. Et dans ce cas-là, on aura une criticité relativement élevée et il faudra travailler en respectant les notices d'utilisation et utilisant les bons produits d'entretien pour réduire la criticité de cet événement. De la même façon, si on a une mauvaise gestion des paramètres du dégivrage, on peut avoir des problèmes de rupture de l'évaporateur à cause de la prise en glace entre les ailettes de l'évaporateur. Ici, on aura des problèmes sur le personne. Et pareil, il faudra travailler sur les différents éléments et les différentes mesures correctives en ajoutant par exemple un détecteur de fuite pour réduire la gravité, en respectant les limites de charge. Pareil, on peut réduire la gravité de cette façon-là. On va travailler sur l'ajustement des paramètres de dégivrage tout en tenant compte du glissement du réfrigérant qu'on est en train d'utiliser. Et dans ce cas-là, on va réduire la fréquence de l'événement et tomber à la fin à des criticités qui sont acceptables. Et le dernier exemple qu'on a pris ici, c'est un problème lors de la maintenance et on a assuré une soudure d'un tuyau sans avoir transféré au préalable le réfrigérant. Alors, on a une présence d'une flamme et d'un réfrigérant légèrement inflammable qui peut causer des dommages très élevés pour les personnes. On est à un niveau catastrophique dans ce cas-là. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les règles de l'art. Une personne qui a son attestation d'aptitude, elle sait qu'il ne faut pas faire ce genre de manipulation. Si on respecte la norme EN 378 dans son paragraphe 4 et 5, on va voir comment il faut faire en toute sécurité une intervention. Et à la fin, il faut bien sûr utiliser du matériel homologué A2L et ventiler bien la zone où on fait cette intervention. Et on va retrouver un niveau de criticité qui est tout à fait acceptable. Avec tous ces éléments-là, une charge qui est correspondante à la norme N378, une analyse de risque pour réduire le risque lié à l'utilisation des A2L, en utilisant aussi du matériel qui est qualifié A2L, on peut mettre en place ces installations en toute sûreté, en toute sécurité, sans aucun problème. Louis, c'est à toi. J'ai fini la partie analyse de risque et calcul de charge. Tu me rends la main, ma mère, s'il te plaît. On va Merci. réussir. Si Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça arrive. Oui. Ouais, c'est bon. Merci, Samar. Nous avons pris le temps d'aller à travers les différentes présentations dont nous pouvons déjà tirer quelques conclusions. Nous avons vu que les HFO très bas GWP, comme le 454C, présentaient un très bon compromis pour les installations que nous avons examinées en termes d'émissions globales, de coût total et puis d'efficacité énergétique. Les réfrigérants et les services associés sont disponibles auprès des distributeurs. Westfalen, ici présent, sait répondre à vos demandes. On a également vu que les équipements de réfrigération qualifiés A2L étaient déjà disponibles, commercialisés. D'autres viendront compléter les gammes existantes. Et on a vu que nous avions aussi
déjà disponibles et accessibles des méthodes et outils qui permettent de concevoir les installations de manière sûre et de mettre en œuvre les A2L sans danger. Et maintenant, avant de passer à la session de questions-réponses, je voudrais encore remercier les présentateurs, les intervenants de ce matin, dans l'ordre, David Fichant de Westfalen, Fabien Gantois d'Emerson, et puis Samar Saab qui vient tout juste de terminer, et moi-même qui joue le rôle de modérateur ce matin dans le cadre de ce webinaire. Donc, nous allons donc passer à la session de questions-réponses. Nous en avons reçu plusieurs et nous tâcherons d'y répondre au plus près de vos attentes. Donc, la première question qui nous a été posée ce matin revient un peu sur le choix de la technologie. On a une question qui nous demande qu'est-ce qu'on aurait obtenu comme résultat si on avait combiné des groupes logés sur eau utilisant du XL20 en termes d'efficacité selon les critères que nous avons utilisés pour sélectionner l'architecture. Je prends peut-être cette question, Louis. Alors, c'est une situation très intéressante de voir de cette façon. On a des groupes logés utilisant du XL20 qui sont refroidis par une boucle d'eau. C'est une combinaison aujourd'hui qui peut être intéressante surtout au niveau du CAPEX parce qu'on peut avoir dans les quelques mois qui vont venir et une fois que la nouvelle norme autorise à utiliser 1200 grammes, on peut avoir des systèmes de réfrigération qui sont relativement pas chers tout en évitant d'avoir des réfrigérants qui circulent partout dans le magasin. Mais ça reste moins intéressant au niveau énergétique qu'une solution semi-centralisée parce qu'on a toujours le pincement qui va jouer entre la température de l'eau de condensation et la température de réfrigérant qui va dégrader un petit peu les performances par rapport à un système semi-centralisé. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Merci Samar. Dans tous les cas, juste une précision, bien entendu, la présentation sera diffusée à tous les participants. Les coordonnées des intervenants y figurent. Sentez-vous libre de prendre contact pour poser vos questions, discuter de projets, demander du support. Et puis, il y aura également le replay. Si jamais les réponses que nous apportons ne vous semblent pas complètes, revenez vers nous. Autre question. Le point sur la réglementation A2L en ERP. David, tu prends la question. Je veux bien la reprendre. On a évoqué le sujet. En fait, il y a plusieurs critères. Donc, ça dépend si on est sur comme on a dit tout à l'heure, sur de la climatisation, chauffage. En fait, c'est le CH35 qui va, c'est le CH35 qui va s'appliquer. Après, dans la grande majorité des cas, ce sera la EN378. Et donc, comme Samer l'a développé lors de son intervention, dans la EN378, on va avoir plusieurs catégories d'accès, plusieurs types d'emplacement de l'équipement. Et c'est en fonction de ces éléments-là, en fait, qu'on va pouvoir définir l'utilisation et la charge du produit. Mais dans tous les cas, on peut utiliser aujourd'hui du produit A2L dans les ERP. Si je peux compléter, Louis, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les calculs de charge. Donc, comme on vous l'a présenté, donc à chaque fois, c'est que ce soit le cas de cuisine ou de remodeling de magasin, remodeling partiel de magasin, de toute façon, on est sur des solutions qu'on appelle semi-centralisées, donc avec des groupes indépendants, donc, ce qui permet donc de réduire déjà la charge en réfrigérant, parce que toutes les limitations de charge, elles sont pour raisonner par circuit. Donc, on est bien en dessous des limites qu'a présenté Samer. Et en plus, l'avantage du DR454C, c'est qu'on est sur un niveau de puissance frigorifique proche, on l'a vu, du DR404A,
donc qui nous permet donc de ne pas avoir une quantité de fluide donc supplémentaire. Et vous l'avez vu sur nos groupes ZEDIX, en plus on a fait l'effort de passer sur une technologie de condenseur mini canaux, ce qui réduit encore la quantité de réfrigérant. Donc n'ayez pas de crainte, hein, on est bien en dessous des limites réglementaires de charge avec un fluide comme le R404C. Merci Fabien. Autre question à laquelle je pense que tu pourrais répondre. Il y a une question qui porte sur la disponibilité de la gamme Easy Cool ZX. Auprès de qui doit-on s'adresser pour avoir accès au groupe de réfrigération? Alors, comme je le disais, une fois que tu auras répondu à celle-là, il y a une deuxième question qui parle de la pérennité des compresseurs ouverts par rapport aux A2L. Est-ce que c'est la fin des compresseurs ouverts quand on utilise les A2L? Non, mais effectivement, je vais répondre à ces deux questions. Alors, concernant, comme je le disais, hein, tous nos groupes de réfrigération, soit nos gammes ZX ou groupe large puissance, hein, ils sont disponibles auprès de notre réseau de distributeurs. En France, on a 4 distributeurs référencés, hein, qui sont GFF, Fritech, Rolesco et Cofrizet. Et sachez qu'on a déjà fait le mois dernier nos premières ventes de ZX, hein, donc A2L, donc pour des installations donc à venir très prochainement. Concernant donc la partie compresseur, c'est sûr que le scroll à l'avantage d'être un compresseur hermétique, donc c'est parfait si je peux dire en termes d'étanchéité. Après, c'est pas pour ça que on pourra pas faire d'installation avec des compresseurs type semi-hermétique, donc qualifiés avec des fluides A2L. Certainement, l'analyse de risque sera un petit peu plus contraignante, mais c'est possible parce que il y a déjà notamment des installations qui tournent en Angleterre, donc avec ce type de compresseur, notamment donc pour des enseignes alimentaires. Et nous, donc nous avons nous avons fait le choix également donc de qualifier donc nos streams, nos compresseurs semi-hermétiques avec ces fluides A2L à très bas GWP. Donc il y aura bien une possibilité de pouvoir les mettre en œuvre. Voilà. Merci Fabien. Autre question. Où pouvons-nous trouver votre outil de calcul de charge? Je pense que ça fait référence au calculateur de charge présenté par Samer. Tu réponds? Alors, le calculateur de charge, là aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était une avant-première. L'outil, il est toujours en phase de finalisation et c'est dans quelques jours, maximum dans quelques semaines, qu'il va être diffusé et utilisable par tout le monde. Afin de s'assurer d'obtenir les informations quand il va être disponible, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. On va annoncer cela dès qu'il sera disponible bientôt. Et à terme, il sera disponible sur notre site internet, bien sûr. Merci. Oui, autre question sur l'inflammabilité. Quel risque d'inflammabilité avons-nous avec des fluides inflammables A2L et des composants à faible puissance type Electrovan, Pressostar? Avons-nous l'énergie nécessaire pour enflammer ce type de fluide? Oui, je pense que je peux répondre aussi à cette question. Ces fluides-là, ils ont une énergie minimale d'inflammation qui est relativement très élevée. On parle de 600 millijoules à peu près pour pouvoir inflammer par exemple un 454C. Là où un propane, on peut l'inflammer avec moins de 1 millijoule. Alors, l'énergie qui est libérée par les composants tels que Pressostar et type Electrovan, ainsi de suite, souvent ne fournissent pas cette énergie-là pour l'inflammation. Mais en tout cas, il faut utiliser des composants, comme l'a montré Fabien, qui sont compatibles A2L. Et souvent, ils ont pris en considération ces limites d'énergie pour être en toute sûreté quand on utilise ces composants avec un réfrigérant légèrement inflammable. Merci. Autre question. Si l'on souhaite faire un devis pour un groupe Emerson, qui faut-il contacter? Comme je le disais, je vous invite à contacter donc vos interlocuteurs habituels au sein de notre réseau donc de distribution. De toute manière, si jamais donc il y avait une question d'un de nos distributeurs, il reviendrait donc vers nous
afin qu'on puisse donc répondre au mieux donc à vos besoins et en termes de type de groupe et donc de délai de disponibilité. Merci. David, je pense qu'il y a une question à laquelle tu pourrais répondre. La catégorie A2L est-elle reconnue par toutes les normes? Je pense au règlement 1272/2008 sur le transport et packaging. N'y a-t-il pas le risque que le service de sécurité du client puisse refuser une installation A2L? Bonne question. Honnêtement, je peux pas te dire, j'ai pas la réponse sur la partie réglementation. Le 1272/2008, je peux pas te dire. Peut-être que sa mère a des infos, je sais pas. En quelques mots, aujourd'hui, pour le transport, effectivement, les A2L ne sont pas reconnus en tant que tels. Ça fait partie, si je ne m'abuse pas, des charges maximales qu'on peut avoir dans les camions qui transportent les bouteilles. Et ça fait partie des charges maximales qu'on peut avoir en prenant une bouteille d'acétylène, par exemple, pour le brassage, des choses comme ça. Et ça fait partie de la charge maximale qu'on peut avoir. Alors, si on a une certaine limite à ne pas dépasser, on a une autre bouteille d'acétylène, on peut la remplacer par une bouteille de réfrigérant A2L aujourd'hui. Mais plus de détails peuvent être communiqués plus tard sur ce point-là, s'il vous plaît. Merci, Samar. Il y a une question. Qui peut nous accompagner et de quelle manière si nous avons un projet? Je vais me permettre de répondre à celle-là en disant qu'aujourd'hui, sur ce webinaire, nous avons montré que différents acteurs de notre filière étaient prêts, travailler ensemble. Donc, vous pouvez vous rapprocher de l'un des 3 intervenants pour votre projet et vous trouverez les ressources d'accompagnement. Ça se fera dans le cadre d'une discussion tripartite. Ouais, puis j'ajouterais juste que, comme vous l'avez vu, alors nous restons à nos 3 sociétés donc à votre disposition effectivement pour vous accompagner sur la mise en œuvre de ces solutions A2L. Et vous l'avez vu, donc nous avons également toute une palette d'outils disponibles, que ce soit au travers de nos outils de sélection, de calcul de charge, donc afin de répondre au mieux à vos besoins. Nous avons encore beaucoup de questions. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps imparti. Comme nous l'avons dit, nous tâcherons de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées et nous diffuserons ces questions à l'ensemble des participants de ce webinaire. Donc, avant de mettre fin à la diffusion, nous tenons encore à vous remercier pour le temps que vous avez pris. Et restez, comme qui dirait, restez connectés pour le replay et la suite des événements. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci encore et bonne journée à tous. Okay. Merci à tous. Merci à tous.